Alors, je pense qu'il y a deux choses qui ont déclenché l'écriture de ce livre. La première chose, c'est une expérience de visite. À force de fréquenter les musées, il m'est arrivé quelquefois de me retrouver devant des portraits, des tableaux, devant lesquels je ne parvenais pas à comprendre comment les regards peints s'adressaient à moi. C'était ni un regard, je dirais une adresse franche, ni un regard de côté. Et donc j'avais le sentiment très étrange, et que certainement d'autres ont eu, d'être à la fois regardé et pas regardé dans le même temps, traversé, ou comme si le regard passait à côté de moi. Et donc ça a été pour moi la nécessité de comprendre ce qui se passait là, dans ces quelques cas rencontrés au musée, et qui ne correspondaient à aucune des catégories, disons, qu'on peut trouver dans l'histoire du portrait et de la peinture concernant l'adresse de la personne peinte. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième, et je le dis dans l'introduction du livre, c'est je dois cette intuition aussi, ou peut-être la confirmation de cette intuition, à une photographie de l'artiste Jean-Luc Moulin, auquel j'ai consacré un certain nombre d'écrits, et notamment une photographie, un portrait d'une femme avec un enfant qui a un strabisme. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est ce que m'avait dit l'artiste à propos de son regard, disant qu'un œil tenait le spectateur et un autre l'enfant. C'est-à-dire qu'elle a effectivement, chaque œil ne suit pas la même orientation. Et ce système-là de regard m'a aussi amené à penser que ça pouvait être une manière aussi de regarder les tableaux du passé. Alors effectivement, mon livre s'intitule Le strabisme du tableau, et non pas le strabisme dans le tableau, et je tiens beaucoup à cette distinction, parce que pour moi, il importe de bien comprendre qu'il ne s'agit pas de dresser une histoire des anomalies ou des regards bizarres dans l'histoire des portraits peints. Ce n'est pas un motif anecdotique, le strabisme tel que je l'entends, mais le strabisme du tableau, c'est l'idée que c'est le tableau lui-même qui est strabique. Et donc il y a un passage disons, du strabisme du regard tel qu'il peut exister, à une certaine économie de divergence de la toile et de l'œuvre de manière plus générale d'ailleurs, parce que je pense qu'on peut le déplacer à d'autres types de productions artistiques. Et donc, ce qui m'a permis de faire cette articulation, et qui me permet aussi de faire du strabisme un objet théorique d'une certaine façon, c'est la lecture notamment de Paul Klee lorsqu'il parle de l'anatomie du tableau. J'aime beaucoup cette expression parce que ça montre bien que l'anatomie du tableau est soumise à une logique qui n'est pas celle de l'anatomie humaine, et que justement le peintre peut prendre de grandes libertés vis-à-vis de cette anatomie humaine d'une part, et que par ailleurs le tableau a sa propre logique, son propre fonctionnement interne. Donc d'une certaine façon, le strabisme du tableau est une des déclinaisons d'une anatomie possible de la toile. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est la lecture de l'ouvrage de Jean-Luc Nancy consacré au portrait, qui m'a beaucoup aidée aussi, parce que précisément, il fait ce passage entre le regard du tableau, le regard du portrait, pardon, et le regard du tableau. C'est-à-dire que précisément, ce qu'il dit, c'est que lorsque nous sommes face à un portrait, ce ne sont pas seulement les yeux peints qui nous regardent, mais c'est l'ensemble du tableau lui-même qui regarde. Donc c'est la peinture elle-même qui regarde. Et à partir de ce moment-là, la question que je me suis posée, c'est la peinture peut-elle être strabique? Et qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là qu'une peinture strabique, ou qu'une peinture divergente? Et donc la méthode que j'ai empruntée est celle d'une analyse au cas par cas, de trouver des œuvres qui font cas précisément, qui sont singulières de par cette économie divergente. Alors je pense que ce qui est important d'abord de dire, c'est que mon ouvrage rassemble finalement très peu de cas avérés de strabisme ou de problèmes physiologiques attestés. Parfois, je ne sais pas d'ailleurs si ces personnes souffraient ou pas réellement d'une divergence oculaire. Il y a effectivement le tableau d'un homme qui louche, c'est le tableau de Bartolomeo Veneto, où là je pense que cet homme devait véritablement loucher. Il y a quelques autres cas
où nous savons que ces personnes avaient un problème oculaire, mais finalement la question ne m'intéresse pas. Il ne s'agit pas du tout de référencer une histoire physiologique et médicale hein, des regards défaillants. Mais effectivement, le strabisme qui m'intéresse, c'est celui qui a été décidé, plus ou moins volontairement d'ailleurs, j'imagine, par le peintre. C'est-à-dire que c'est un fait de peinture. Et donc il devient un outil plastique dans la mesure où finalement il permet d'organiser, dans certains cas, l'ensemble de l'œuvre à partir de cette divergence. Donc je pourrais effectivement citer un certain nombre de cas. Le tableau de Bronzino qui fait la couverture de l'ouvrage est assez incroyable à cet égard parce que, alors on est dans le maniérisme, donc on peut tout à fait imaginer qu'il y a des jeux justement de déformation et une façon de faire travailler justement une construction monofocale bien réglée. Mais à partir du regard de cet homme, on peut comprendre l'économie globale de l'espace dans lequel il est représenté. Il y a des jeux de dédoublement et de divergence qui se déploient et qui se déclinent finalement à différents niveaux, que ce soit les ouvertures et les fermetures d'espace à l'arrière du personnage, que ce soit même la manière dont ses doigts sont disposés, etc. Et puis il y a aussi même un jeu entre le haut et le bas, par exemple, puisque dans les plis du tissu de cet homme peint par Bronzino, il y a un visage, une sorte de masque grimaçant qui est caché dans les plis. Donc c'est une sorte de figure double, à peine visible. Moi je l'ai vraiment découverte en allant au musée, sinon je ne l'avais jamais vue et elle est impossible à représenter d'ailleurs dans l'ouvrage. Mais ça c'est vraiment pour moi là aussi un strabisme d'une certaine façon dans la mesure où le dédoublement, le déploiement de quelque chose qui renvoie à un premier motif sans en être tout à fait la réplique traverse et travaille l'ensemble de l'œuvre. Mais je pourrais prendre bien d'autres exemples. Je consacre certains passages à l'œuvre de Manet, hein, puisque je vais jusqu'à ce moment-là de l'histoire de la peinture, et où on voit comment Manet, grâce aux sortes de divergences cette fois qui se joue plutôt entre le haut et le bas du regard, nous permet de passer d'une perception strictement visuelle à quelque chose qui relèverait plutôt d'un flottement, d'une odeur, d'un parfum. Ça c'est la jeune femme au perroquet qui tient ce bouquet de violettes. Et là aussi, je pense que tout s'organise d'une certaine façon à partir de cette divergence finalement de point de vue, mais aussi de perception. Je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples. Dans les premiers tableaux flamands, chez Van Eyck, c'est encore assez léger, mais c'est très subtil. Mais aussi chez Petrus Christus, par exemple, il y a vraiment une façon de redéployer la divergence du regard ou son asymétrie dans une économie du tableau qui oscille entre une représentation plane et quelque chose qui commence déjà à trouver son volume dans l'espace. Donc tout ça est également lié évidemment à un jeu avec une conception monofocale de l'espace peint tel que la perspective a pu l'amener, mais qui en réalité très vite a été complètement travaillée et tiraillée par les peintres. Alors, le travail sur l'iconographie est effectivement spécifique et vraiment, je remercie de l'Incidence Éditeur de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté de suivre la règle du jeu que je m'étais fixée quand j'avais commencé à rédiger cet ouvrage, parce que j'ai donc essayé d'imaginer un système qui permette d'une certaine façon de rendre compte de cette expérience de musée dont je parlais tout à l'heure qui m'a amené à écrire cet ouvrage. Et donc pour rendre compte dans le livre de ce qui peut se passer face à l'œuvre, parce qu'il y a vraiment une dimension sensible très importante hein, dans cette histoire de strabisme, j'ai appliqué une échelle, j'ai soumis finalement chaque reproduction d'œuvre à une réduction. Donc c'est au 1
sixième à peu près. Et en fait, ce rapport-là, qui a réduit toutes les toiles à la même échelle et qui fait qu'en fait, dans l'ouvrage, on a de petits tableaux, presque des timbres-poste, et nous avons de grands tableaux, mais en réalité, ils ont tous un lien d'échelle cohérent, c'est-à-dire que s'ils étaient au musée accrochés les uns à côté des autres, ils auraient le même rapport dans leurs dimensions respectives. Donc ça, c'était la première chose qui m'importait, hein, de voir que oui, effectivement, un Van Eyck est tout petit à côté d'un Manet. Donc ça, c'est le premier élément de réduction systématique à la même échelle. Et le rapport lui-même, il découle du rapport de notre corps à l'espace du musée. Comment rendre compte des rapports de dimension entre un tableau accroché au musée et mon corps de visiteur dans le livre. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé le rapport que mon corps avait avec le livre, c'est-à-dire que j'ai imaginé que la page du livre pouvait correspondre au mur du musée. Et du coup, j'ai calculé le rapport existant entre mon corps et la dimension du livre. Et le 1/6 est bien ça, c'est-à-dire que c'est une réduction du mur du musée par rapport à mon propre corps à la réduction de la page du livre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais l'idée en tout cas, c'est que sur la page de cet ouvrage, à chaque fois qu'apparaît une reproduction, quand ce n'est pas un détail, eh bien, on pourrait imaginer que si mon corps était rétréci comme un visiteur dans le livre, j'aurais un rapport à l'œuvre cohérent et respectant l'expérience réelle de la visite. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tenais aussi, de façon à ce que les œuvres ne soient pas strictement des illustrations, mais pour bien comprendre que c'est depuis les œuvres que j'ai écrit et pensé, et que c'est depuis cette expérience-là que j'invite le lecteur lui-même à suivre mes hypothèses et mes propositions d'analyse.